Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le ministre de la Culture est à Bobo Dioulasso. Alpha Souma prend part à la Semaine nationale de la culture du Burkina Faso, l'un des grands festivals du pays dont la Guinée est invitée d'honneur. Une mission de garde-côte américain vient de séjourner en Guinée. Elle a visité les principales installations du port de Conakry ainsi que le quai commercial du port de Kamsar. Les résultats sont restitués au cours d'une rencontre au ministère des Transports. Et puis c'est demain la fête internationale du travail. Dans une déclaration, le ministre de la fonction publique explique les acquis du gouvernement. Julien Diambouno parle aussi des revendications du mouvement syndical. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Je le disais tout à l'heure, le ministre de la Culture est donc au Burkina Faso. Il prend part à la Semaine nationale de la culture à Bobo Dioulasso et c'est la Guinée qui est donc le pays invité d'honneur. Ousmane Ba. Stade Aboubakar Sangoulé, la Misana de Bobo Dioulasso. Une ambiance époustouflante pour ce rendez-vous culturel qui commémore la 20e édition de la Semaine nationale de la culture du Burkina Faso, Bobo 2023. Ces 3 coups de tambour donnés par le président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré, marquent le démarrage officiel des festivités. Une biennale célébrée sous le thème « La diversité culturelle, ferment de l'unité nationale ». L'événement enregistre la participation de plusieurs pays, avec la Guinée comme pays invité d'honneur. Nous avons fait le choix cette année d'inviter notre pays frère, la Guinée, en tant qu'invité d'honneur. Je pense que c'est une décision qui coule de source. Si l'on s'en tient aux similitudes entre les peuples guinéens et les peuples burkinabés. On peut dire que nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons pratiquement la même culture. Quand vous venez à Bobo Dioulasso et que vous allez en Guinée, vous n'avez pas l'impression d'avoir changé de pays. Donc c'est vraiment un choix de cœur, mais c'est également un choix de raison. Et nous sommes heureux que notre pays frère, la Guinée, ait accepté bien sûr d'honorer cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture par sa présence. Cette participation de la Guinée est marquée par la présence d'une forte délégation conduite par Alpha Souma, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Avec ses homologues du Burkina Faso, il découvre le stand guinéen avec ses œuvres parmi plus de 700 autres. Une fierté d'être là en tant que représentant d'un pays invité d'honneur, qu'est la Guinée. Et notre volonté, c'est de continuer cette coopération, que ce soit culturelle, que ce soit artistique, artisanale, dans tous les domaines qui nous concernent. J'ai à mes côtés le ministre en charge de l'artisanat, le ministre en charge de la culture, avec qui nous partageons beaucoup de valeurs. Et nous venons pour un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous venons de visiter tous les stands ici. Et franchement, il y a de l'intérêt. Nous avons beaucoup de choses en commun, mais nous avons beaucoup de choses aussi à échanger pour booster les différents secteurs dont nous avons la lourde charge. Côté artistique, le circus Amoukanama avec sa chorégraphie, mais surtout le célèbre Bembea Jazz National, un orchestre mythique qui a fait la jeunesse de plusieurs générations à travers le continent et qui continue à bercer les cœurs avec des notes spécifiques de Sekou Diabaté, le Diamond Finger. Merci à Ousmane Ba, notre envoyé spécial à Bobo Dioulasso, c'est au Burkina Faso. Et puis il y a 29 ans, presque jour pour jour, l'Afrique du Sud mettait fin à plus de 3 siècles d'apartheid. Ainsi, le 27 avril 1994, le pays a organisé les premières élections libres, démocratiques et anti-raciales qui ont donc porté Nelson Mandela au pouvoir. Depuis le 27 avril est un jour de fête nationale. En Guinée, l'ambassade d'Afrique du Sud a profité pour rendre hommage aux héros de cette lutte de libération. C'est un reportage de Moussa Namine Keita et Mamadi Terna Kamisoko. La date est historique et marque à jamais la vie du peuple sud-africain. Le 27 avril 1994 a mis fin à plus de 300 ans de domination et de ségrégation raciale.
Ces jours, les premières élections libres, démocratiques sont organisées dans le pays avec la participation pour la première fois d'électeurs noirs. Et depuis le 27 avril est un jour de fête nationale qui permet aux Sud-Africains de se rappeler de cette période douloureuse et de célébrer les héros de cette liberté acquise de haute lutte. This day, 29 years ago, cela fait 29 ans aujourd'hui que les choses ont changé en Afrique du Sud. Une période de changement s'est ouverte. Cette période était caractérisée par l'espoir d'un avenir meilleur. En effet, l'avènement de la démocratie a permis d'apprécier davantage le leadership de l'ancien président Nelson Mandela, qui a réussi à aider l'Afrique du Sud à naviguer sur un terrain semé d'embûches, dominé par les craintes, les incertitudes et les attentes quant à l'avenir d'une société profondément divisée. Malgré de nombreuses critiques, un bain de sang a été évité pendant la transition lorsqu'une voie de réconciliation a été choisie. La Guinée a fièrement participé à cette lutte pour la liberté de la nation arc-en-ciel. Aujourd'hui, un hommage appuyé est rendu au camarade Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante. Tout un soulagement pour le ministre des Affaires étrangères, détenteur du prix Nelson Mandela. Il a rappelé tout ce que la Guinée a eu à faire pour l'Afrique du Sud à travers le président Nelson Mandela, dont le premier passeport diplomatique a été donné ici. Sa formation idéologique avec Koban Beki, ça a été fait ici en Guinée. Myriam Makeba, qui a eu son passeport diplomatique ici en Guinée. Les combattants qui ont pris les armes pour aller aider l'Afrique du Sud ici. Donc, je lui ai simplement dit que c'est cette Guinée-là que son Excellence colonel Mamadi Doumbouya est en train de réinstaurer en Guinée. La Guinée et l'Afrique du Sud entretiennent de fortes relations de coopération dans plusieurs domaines. Des entreprises sud-africaines comme MTN, la SAG ou encore la SN Africa participent au quotidien à consolider cette belle relation. Nous sommes ici en tant qu'une entreprise sud-africaine de droit guinéen, la SNA Africa. Nous sommes en train de faire beaucoup de projets en partenariat avec les compétences sud-africaines et que notre plus grande ambition aujourd'hui est que ces actions qui ont commencé en Guinée soient pérennes et que cette relation sud-sud entre l'Afrique du Sud et la Guinée puisse aller de l'avant. Le Freedom Day, ou le jour de la liberté, est à sa 29e commémoration. La journée offre l'occasion aux géants sud-africains d'assumer son passé et de continuer sa marche. Et je le disais tout à l'heure, au sommaire de cette édition d'information, une mission de garde-côte américain vient de passer une semaine de travail sur le sol guinéen. Il était question pour la mission d'évaluer l'état des installations portuaires en Guinée en matière de sécurité. Après quelques visites au port de Conakry et Kamsar, ces experts ont restitué leurs constats aux acteurs chargés de la sûreté et de la sécurité maritime. Abraham Christophe Conté. Le ministère des Transports accorde une place de choix au développement des infrastructures maritimes. En témoigne la récente mission d'évaluation des gardes-côtes américains. Après constat, place à la restitution aux acteurs impliqués dans le processus de la sûreté maritime en Guinée. Une mission qui doit encourager les États membres à développer des partenariats et renforcer la coopération pour un meilleur partage des bonnes pratiques en matière de sûreté maritime. Les gardes-côtes américains sont un partenaire de la marine marchande elle-même étant l'autorité désignée pour la mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Ensemble, nous avons fait les évaluations requises, aussi bien à Conakry qu'à Kamsar, et ils ont formulé des recommandations qui vont nous parvenir dans les prochaines semaines. Le constat qui se dégage à chaud, c'est que la mission s'est déroulée dans d'excellentes conditions et que nos ports répondent à toutes les normes admises en matière de sûreté et de sécurité. Donc nous avons eu effectivement des constats, mais des constats qui sont plutôt très bien.
Néanmoins, nous avons des recommandations à formuler et ces recommandations-là vont parvenir à la direction de la marine marchande. Avec cette mission d'évaluation des gardes-côtes américains, l'espoir est permis en matière d'audit de sûreté maritime en Guinée. Cette activité périodique est une volonté affichée de la direction de la marine marchande. Elle doit aider à formuler des recommandations allant dans le sens du renforcement des plans de sûreté définis par chaque autorité portuaire pour ses propres installations. Aujourd'hui, il y a une grande amélioration, non seulement grâce aux investissements réalisés par les autorités, mais aussi l'amélioration des conditions de sécurité et de sûreté que nous constatons grâce à la coopération avec les gardes-corps américains et qui déploient tous les efforts. Depuis une semaine, ils sont sur le terrain à Conakry et à Kamsar pour pouvoir améliorer les conditions de sécurité et de sûreté de nos ports commerciaux. La présente mission des gardes-côtes américains, qui a duré une semaine, consistait à visiter les principales installations du port de Conakry et le quai commercial du port de Kamsar. Cette mission devrait contribuer à améliorer les performances de ces deux ports sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, le 5 septembre 2021, la Guinée est rentrée dans un tournant décisif de son histoire sous l'impulsion du CNRD, à sa tête colonel Mamadi Doumbouya. Et depuis, plusieurs actes visant à asseoir les bases d'un développement solide ont été posés à travers le processus de refondation et de rectification institutionnelle amorcé par les autorités. Les lignes bougent donc et tout se passe pour le mieux. La transition guinéenne suit son cours normal. Je vous invite à suivre un éditorial qui retrace le parcours de la gouvernance CNRD réalisé par la direction de la communication et de l'information de la présidence avec Fatoumata Kourouma. La démarche sereine, le regard scrutant l'horizon avec clarté, le nez au vent respirant l'air de la liberté, la parole rare et les actes qui parlent, sans absolument rien d'ostentatoire. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a jamais été autant déterminé à conduire à bon port le bateau de la transition en cours pour un retour à l'ordre constitutionnel conformément au compromis dynamique scellé avec la CEDEAO et qui se décline en 10 points essentiels, à savoir le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à vocation d'état civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle constitution, l'élaboration des textes de loi organiques, l'organisation des élections locales et communales, l'organisation des élections législatives, la mise en place des institutions républicaines et l'organisation de l'élection présidentielle. Pour donner un caractère d'inclusivité à cette démarche, des dialogues tout azimuts sont initiés tant sur le plan social que politique et conduits avec dextérité par les religieux, les 3 facilitatrices, sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif étant d'amener l'ensemble des forces sociales et politiques de la Guinée à se prononcer sur la conduite de la transition, convenir dans un élan patriotique à sa bonne conduite pour des élections libres et transparentes auxquelles ne prendront pas part les acteurs actuels de la transition, à commencer par le premier d'entre eux, le colonel Mamadi Doumbouya. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. Chaque étape de mise en œuvre du chronogramme de la transition est étalée au grand jour, discutée avec les acteurs sociaux et politiques pour ne laisser aucune chance aux plus dubitatifs d'entre eux.
je les lance un appel solennel. La porte de ce cadre de dialogue leur sera toujours ouverte. Ils peuvent le rejoindre à tout moment. C'est notre souhait. La rencontre du vendredi 28 avril 2023 avec le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est la preuve éloquente qu'aucune démarche solitaire n'est de mise dans l'exécution correcte du chronogramme de la transition. Le ministre Mori Kondé l'a réitéré. Les 10 points du chronogramme de la transition, en dehors du principe de retour à l'ordre constitutionnel, vont entraîner des changements qualitatifs au niveau de l'administration publique guinéenne. D'ores et déjà, des actes ont été posés dans ce sens. Il s'agit notamment de la création et de la codification de 362 centres principaux d'état civil, l'institution par décret du Programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, l'élaboration du projet de cahier de charges de l'établissement du fichier électoral, l'élaboration des outils de collecte et de création des centres de vote, l'organisation par le CNT du symposium sur le constitutionnalisme auquel le président de la transition a pris part. Au cours de sa prise de parole, ce dernier a réitéré son appel pour l'élaboration d'une constitution juste, adaptée, intemporelle, impersonnelle et qui tienne compte des réalités guinéennes. Faisant le parallèle avec l'ancienne constitution, en référence aux erreurs du passé, le colonel Mamadi Doumbouya a en substance rappelé toutes les dérives qui ont découlé de son interprétation, de son instrumentalisation et de son érosion au profit des dirigeants. Lors de ce symposium, le président de la transition a interpellé les conseillers du CNT sur la lourde tâche qui leur incombe face au peuple de Guinée et à l'histoire. Il s'agit, dira-t-il, d'élaborer un texte qui résistera au temps et aux hommes, qui sera soumis au peuple de Guinée par le biais d'un référendum. Je voudrais réitérer encore une fois à nos concitoyens l'importance de la Constitution. Et vous savez très bien, une Constitution mal ficelée nous amène à reprendre. Et nous ne voulons plus reprendre les transitions parce que nous savons très bien que nos pays ont besoin, bien entendu, de la critique, pas que des périodes transitoires en permanence. Donc je voudrais ici que la transition, qu'il y ait question aujourd'hui de constitution, qu'on puisse réfléchir, bien sûr, mettre en place une constitution forte, une constitution adaptée à nos besoins. Le retour à l'ordre constitutionnel aussi bien souhaité et attendu par le CNRD n'a pas de prix, mais il a un coût. Il s'agit du coût d'un vaste chantier démocratique, le coût de couronnement des efforts inlassables abattus par un homme au bénéfice de son pays dont il se veut la cape protectrice, le colonel Mamadi Doumbouya. Parallèlement au déroulement de ce chronogramme, le chef de l'État impulse d'énormes chantiers infrastructurels, aussi bien dans la capitale Conakry qu'à l'intérieur du pays. La voirie urbaine de Kaloum, les principales artères publiques qui font peau de beauté neuve, les routes transversales, celles secondaires dans la banlieue de la capitale ne sont pas en reste. Même les 4 vieux ponts métalliques historiques de Tanene vont devoir être remplacés dans les mois à venir par le pont unique qui prend déjà pied sur le fleuve Concouré. Des préfectures à l'intérieur du pays dont le sort semblait être gouverné par la zemblanité et qui ne savaient plus à quel saint se vouer, verront certaines pour la première fois depuis leur création des kilomètres de routes bitumées. La préfecture de Tougué, 15 km, celle de l'Elouma, 9,5 km, la préfecture de Koubia aura 9,3 km, celle de Mali aura 17,1 km, la préfecture de Kindia, 8,5 km, la préfecture de Gawal, 10 km de bitume, la préfecture de Koundara, 8,3 km, celle de Dabola, 8,1 km, la préfecture de Macenta, 11,2 km, celle de Yomou, 11 km, et celle de Kerouané, 11,33 km de bitume. Pour la préfecture de Kerouané, faut-il le rappeler, il s'agira des premiers kilomètres de bitume depuis sa création. Que dire
du méga-projet de Simandou, avec un accord redynamisé au profit de la population guinéenne dont les travaux ont été relancés le samedi 18 mars 2023. Nos compatriotes, récemment victimes de xénophobie en Tunisie, ont été secourus en premier parmi tous les subsahariens frappés par le même sort, et ce, dans un aéronef floqué des couleurs nationales. Les cris de détresse des Guinéens au Soudan, partout dans le monde, trouvent des réponses auprès de la machine diplomatique impulsée par le colonel Mamadi Doumbouya. Pour lui, chaque Guinéen compte. Voilà comment se définit l'homme du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef suprême des armées, qui anime à toutes ces réformes la lutte implacable contre les prévaricateurs de l'économie nationale. Car si le colonel Mamadi Doumbouya prend sous sa cape protectrice son peuple, il manie également l'épée contre les corrupteurs et détourneurs de deniers publics. Une volonté politique affichée qui séduit les partenaires techniques et financiers de la Guinée, les institutions de Bretton Woods dans un contexte international pourtant austère. L'autre caractéristique de l'homme du 5 septembre 2021, c'est bien l'assurance qu'il dégage dans sa gestion des affaires publiques, le calme agissant qu'il impose face aux défis de son pays. Et cela porte des fruits juteux. La Guinée sous le CNRD impose sa présence dans le concert des nations du monde. La Guinée est fréquentée et fréquentable. L'accréditation d'une trentaine d'ambassadeurs à Conakry le confirme. Dans le sillage de cette embellie diplomatique, le très respectable président de la République du Rwanda a élu domicile les 17 et 18 avril 2023 à Conakry, histoire de prendre place auprès du colonel Mamadi Doumbouya dans la conduite des chantiers de refondation de son pays, l'encourager et discuter du raffermissement des relations entre les deux pays, tout un symbole. Et ce ne sont pas quelques adeptes de Méphistophélès, friands des univers fantasmagoriques imaginaires et les paracosmes de leurs gourous, qui l'empêcheront de réussir ce pari pour le peuple souverain de Guinée. En effet, le colonel Mamadi Doumbouya n'est fort que d'une chose, le soutien total et inconditionnel de tout un peuple, debout comme un seul homme pour accompagner son combat pour le développement de la Guinée. Une Guinée qu'il voit grand dans les prochaines décennies, une Guinée dont il prépare les futures élites, une Guinée unie avec de nouveaux Guinéens à l'image de ses filles et fils du Prytanée militaire de Guinée, premier du genre. Voilà ce qui définit un chef d'État et s'appelle être investi de la souveraineté populaire. Merci beaucoup à Fatoumata Kourouma. On en vient maintenant à la signature de conventions d'homologation des prix de produits phytosanitaires, une disposition qui vise à lutter contre la flambée des prix pour stimuler la productivité. Ce taquis est l'une des dispositions envisagées par le ministère de l'Agriculture pour faciliter l'accès aux intrants pour la campagne agricole 2023. Moussa Bangoura et Sekou Sissoko. La campagne agricole s'annonce. L'Union des importateurs des produits phytosanitaires s'engage à accompagner le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en réduisant considérablement le prix des intrants agricoles, d'où la signature de ce protocole d'accord d'homologation des prix entre la Fédération et le département de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous avons pris l'engagement d'abord dans un premier temps d'homologuer les prix des produits phytosanitaires, c'est-à-dire le glyphosate qui est la matière utilisée et qui est consommée un peu partout en Guinée. Donc nous avons réussi à avoir un prix homologué, comme le disait tout à l'heure le ministre. Nous sommes passés de 70 000 à 50 000. C'est un effort considérable pour nous et nous avons joué aussi sur notre marche pour arriver à ce prix. Donc ça montre l'engagement que nous avons à accompagner le ministère.
et aussi à contribuer au développement de la Guinée. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir signé cet accord et nous espérons pouvoir continuer cette collaboration afin que ce partenariat puisse être gagnant-gagnant pour tous, pour nous, l'Union, pour le ministère et pour toute la Guinée. Cette homologation des prix des produits phytosanitaires est un stimulant. L'objectif est de corriger les dysfonctionnements pour mieux accompagner les producteurs lors de la campagne agricole 2023-2024. Nous tenons à dire grand merci à ces importateurs-là. Au nom de Monsieur le Président et du Premier ministre, nous leur disons merci pour la compréhension, merci pour leurs efforts en vue de réduire les prix des intrants agricoles pour les populations, notamment les prix des herbicides. Donc avec eux, ils se sont engagés à nous aider à avoir l'herbicide total partout dans le pays à un même prix, un prix au dernier détaillant à 50 000 francs guinéens contre 65 000 à 70 000 qu'on a vu l'année passée. Ça, c'est un pas important. Mais je tiens sincèrement à préciser que ces importateurs ont fait des efforts importants. Ils ont accepté de renoncer à une partie de leur marge pour que les producteurs, les populations puissent être soulagés dans leur activité agricole. C'est vraiment ça, et la volonté du président, que tous les Guinéens se mettent ensemble pour refonder le secteur agricole, pour créer les emplois et les revenus pour toutes les populations. Pour l'heure, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage travaille activement pour l'obtention de tous les intrants agricoles pour une campagne agricole réussie. L'objectif est de faciliter les chaînes d'approvisionnement pour offrir aux producteurs des opportunités d'amélioration des rendements. Et nous restons toujours dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2023 pour lever le voile sur la question sémencière. Là-dessus, l'Institut de recherche agronomique de Guinée procède à la récolte de 22 hectares de semences de riz de base et de pré-base, des variétés à haut rendement adaptées aux conditions climatiques des grands bassins de production du pays. Fodé Camara. À Kindia, dans la commune rurale de Molota, le centre de recherche agronomique Kim Il-sung de Kilissi est spécialisé dans la création et la multiplication des variétés à haut rendement. Les variétés de riz qui sortent de cette rizière sont résistantes et adaptées aux différentes écologies. Aujourd'hui, c'est seulement à Kilissi, ici, je pense, en Guinée, qu'on peut avoir 22 hectares aménagés en intenant, où on peut produire en saison normale et en contre-saison. Donc nous visons produire les semences de base pour donner aux producteurs afin qu'ils puissent vraiment booster la production des semences à leur niveau et augmenter leur productivité et assurer la sécurité alimentaire. Dans le bas-fond de Kilissi, bien avant les grandes pluies, l'air est à la récolte du riz de contre-saison pour la campagne agricole qui pointe à l'horizon. Par cette activité, les techniciens de l'Institut de recherche agronomique de Guinée s'apprêtent à mettre à la disposition des producteurs du matériel végétal de qualité. Ici, il y a pas mal de variétés, mais ici, à l'instant, nous avons ce qu'on est en train de récolter, c'est le CK801, qui est tellement apprécié par les producteurs, surtout vers Bokeh et Ouamonou, par exemple. Nous avons les 443, nous avons les variétés CK90, 450. Nous travaillons ici pour créer des meilleures variétés qui peuvent, n'est-ce pas, s'adapter aux conditions climatiques de notre pays. Qui dit agriculture dit d'abord semences. Nous sommes là aujourd'hui, vous allez observer vous-même que le riz a très bien donné et la récolte s'annonce vraiment fructueuse. C'est un sentiment de confort, de réconfort parce que nous allons avoir de la semence pour la grande campagne que nous envisageons de mettre en place pour satisfaire les producteurs en semences. Très méticuleux, ce travail d'amélioration de la productivité est facilité par l'expertise des coopérants agricoles de la République populaire de Corée du Nord, mais aussi d'autres réformes visant à conforter la politique de recherche agronomique. Et avec l'avènement du CNRD, auparavant, on n'avait pas un conseil d'administration qui est fonctionnel, qui peut nous aider d'abord à valoriser nos documents juridiques. Et aujourd'hui, on a travaillé sur ça et nous continuons à travailler sur les documents juridiques qui définissent toutes nos attributions, c'est-à-dire la création, la multiplication, la production de semences
et la collaboration avec les autres partenaires comme Serproca, comme la DNA pour la certification et pour la diffusion à grande échelle du matériel végétal que nous allons mettre à la disposition des producteurs. Installée dans les 4 régions naturelles, la mission de l'Institut de recherche agronomique de Guinée est de répondre aux attentes des producteurs. Ceci par la production des semences à vulgariser par l'appui conseil pour toucher le maximum de paysans. Et puis, demain, lundi, marque la célébration de la Journée internationale du travail. La date permet d'approfondir la réflexion autour des conditions de vie et de travail des nombreux employés. En Guinée, je le disais au sommaire, le ministre du Travail et de la Fonction publique rappelle les acquis obtenus ces dernières années. Julien Diombuno estime également que les revendications 2023 du mouvement syndical sont légitimes. La déclaration du ministre est commentée par Mamadi Terna Kamisoko. Le 1er mai de chaque année est célébrée la Journée internationale du travail à travers le monde. Une date qui rappelle la grève sanglante des travailleurs de l'usine de Chicago en 1886, réclamant 8 heures de travail. Et depuis, elle est devenue une journée de réflexion et d'action autour des conditions de vie et de travail des employés de tous les secteurs confondus. En Guinée, depuis l'avènement du CNRD, un accent est mis sur des réformes qui garantissent la justice et la solidarité en milieu du travail. Plusieurs actions et réformes structurelles ont été entreprises par le gouvernement depuis septembre 2021. Il s'agit, entre autres, de la mise en place du Conseil national du dialogue social, CNDS, de l'élaboration du profil national, de la politique nationale et du programme national de sécurité et santé au travail, de l'indemnisation des centaines de retraités de Roussal Friga et des veuves dont les maris sont décédés en activité, du lancement du recensement biométrique des agents de l'État pour la mise en place d'un fichier unique de gestion administrative et des soldes fugaces, de la formation de 60 jeunes cadres en administration et gestion publique, de la révision du Code du travail, du Code de la sécurité sociale et du Code de la protection sociale. La fête de cette année intervient au moment où le mouvement syndical guinéen a soumis une plateforme revendicative aux autorités au compte des négociations de 2023. Une démarche jugée légitime par le ministre Julien Diombuno qui invite les parties prenantes à l'action. Comme chaque année, vous avez bien voulu faire connaître au gouvernement certaines de vos préoccupations à travers une plateforme de revendication. Ces préoccupations légitimes concernent principalement une meilleure redistribution des fruits de la croissance et l'amélioration des conditions de travail, notamment pour le secteur public. Le gouvernement porte une attention particulière à ces préoccupations. À propos, j'invite toutes les parties prenantes à une synergie d'action pour l'aboutissement heureux et consensuel de cette demande légitime. Pour cette 137e édition, la Journée internationale du travail est célébrée sous le thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». Et puis, fin à Conakry des travaux de la 14e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Pendant 3 jours, les délégués de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et Madagascar ont planché sur le processus d'habilitation des opérateurs de formation. Plusieurs résolutions pour booster la compétitivité des entreprises et favoriser l'employabilité des jeunes ont sanctionné la rencontre. Compte rendu, Moussa Komara. Ce rendez-vous de Conakry a été un succès. Il a permis à ces gestionnaires de fonds venus de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'examiner les différents rapports d'activité et financiers de 2022, d'adopter le plan de travail annuel du réseau et le budget 2023. Ainsi, 6 modules de formation ont aussi été validés pour les 3 prochaines années. Les bases du processus d'habilitation des opérateurs de formation dans l'espace sont aussi jetées. Il est question maintenant d'engager les experts du RAFPRO afin d'établir une feuille de route, de définir les référentiels qui vont permettre maintenant au RAFPRO d'avoir un document harmonisé en ce qui concerne les procédures d'habilitation des opérateurs économiques qui vont couvrir l'espace RAFPRO et qui vont permettre à tous nos pays
de recevoir les différents cabinets, les différents opérateurs de formation de nos pays. L'année 2025 sera le top départ de ce programme ambitieux. En attendant, les pays membres du réseau vont continuer à renforcer le partage d'expériences de bonnes pratiques afin de permettre à certains d'atteindre l'assurance qualité et les standards exigés. Cet exercice est un exercice de qualité parce qu'on parle d'habilitation et de mobilité, mais un préalable restera certainement une harmonisation des référentiels. Parce que l'on souhaite qu'à un moment donné, comme on parle de la libre circulation des personnes et des biens dans nos espaces et tout, il est important qu'une personne qui a été formée au Sénégal puisse librement, pouvoir légitimement aller vers une formation ou aller dans un autre pays, autre. Mais il faudrait que déjà que les référentiels de formation soient conformes aux standards. Pas d'élection de nouveaux bureaux, ni de révision des statuts et règlements intérieurs de l'organisation, mais cette assise du Conakry offre l'occasion à la Guinée de prendre la présidence du comité des experts pendant un an. Un honneur pour moi parce que 12 pays regroupés, vos collaborateurs vous choisissent, c'est vraiment une confiance et que je dois tout faire pour mériter et mener à bien la mission. Ces délégués des 12 pays membres du RAFPRO se donnent rendez-vous à Lomé en 2024 pour élire un nouveau bureau. La rencontre est sanctionnée par ces dîners offerts par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Une question à présent dans ce journal. Comment professionnaliser davantage le métier de l'enseignant en Guinée? Le thème est au centre des débats dans la préfecture de Kinia. 7 jours au terme desquels les cadres des ministères sectoriels de l'éducation doivent produire un rapport dit de performance. Les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner cette initiative des autorités de la transition. Abdul Aziz Baldé. Depuis quelques jours, la ville de Kindia abrite des rencontres décisives sur l'école guinéenne. Les 3 secteurs de l'éducation, fortement mobilisés, parlent d'une même voix. Entre autres priorités sur toutes les lèvres, le renforcement de capacités sur les procédures des gestionnaires des ressources, en passant par l'élaboration d'impacts de partenariat pour de nouvelles allocutions des partenaires d'éducation PME. Là-dessus, aucun détail n'échappe à ces porteurs du secteur éducatif. Aujourd'hui, la République de Guinée est éligible au financement du partenariat mondial, qui est presque le plus grand bailleur qui finance le secteur de l'éducation, à hauteur de 82 millions de dollars, et avec 4 guichets. Le premier guichet, c'est un guichet sur la transformation du système, un autre guichet sur le guichet à effet multiplicateur, un guichet sur l'accélération de la scolarisation des filles et un dernier guichet sur le renforcement de capacités. Au cours des travaux, sous les yeux des partenaires techniques et financiers, des réformes prioritaires sont présentées. Avec une sensibilité sur le genre et l'inclusion, la professionnalisation du métier de l'enseignant en Guinée a retenu l'attention. Aujourd'hui, il y a une crise de l'éducation. C'est à la fois une crise d'apprentissage, mais aussi d'équité. Et donc, ces travaux nous ont permis d'identifier une réforme prioritaire, qui est la question enseignante. Parce que si nous avons un corps enseignant de qualité, il va réagir, il va aider à résoudre beaucoup de problèmes. La réforme prioritaire qui concerne donc la question enseignante est assortie par non seulement la professionnalisation donc, des enseignants, mais aussi leur sensibilisation aux vulnérabilités, donc leur sensibilisation au genre et au handicap. Quand on va mettre en œuvre cette réforme prioritaire, les enseignants seront donc en mesure de donner des enseignements de qualité et aussi d'être sensibles justement à un enfant qui est malentendant en classe, un enfant qui est sourd en classe, ou d'être sensible aussi à la question du genre. L'une des attentes de cette retraite du Kindia est la production des rapports annuels de performance avec l'implication de plusieurs cadres des ministères sectoriels de l'éducation. Et voilà qui va nous amener à parler du lancement de la 3e édition de la compétition nationale de calcul mental. Cette compétition regroupe plusieurs écoles de Conakry et l'objectif est d'aider les élèves à mieux cerner les mathématiques. Terno Maroufba et Amarako Bassouma.
En sa 3e édition, le programme UCMAS regroupe 200 élèves venus d'une vingtaine d'écoles de Conakry. Ces apprenants, dont l'âge varie entre 4 et 14 ans, vont s'affronter en calcul mental. À 8 minutes chrono, ces élèves répartis en 8 catégories vont exécuter 150 opérations. Les 3 meilleurs candidats répartiront avec le gros rôle de cette compétition. Une compétition nationale qui vise à fournir une technique d'apprentissage de qualité aux élèves en mathématiques. À travers cette compétition, on essaye de débarrasser l'enfant de la phobie du public. Donc, mais c'est l'aboutissement de tout un processus parce que les enfants ont suivi des formations et aujourd'hui, ces enfants que vous avez vus sont capables de résoudre 150 opérations à 8 minutes chrono. Oui, je pense que l'objectif est d'être atteint à partir du moment où les Guinéens, tout le monde adhère à l'idée. Les autorités ont déjà accepté l'idée du programme. Ils nous ont déjà mis en rapport avec une équipe restreinte pour pouvoir travailler. Je pense que l'objectif est presque atteint. Cette compétition qui crée l'émulation entre les élèves en calcul mental est soutenue par les autorités. Déjà, avec ce programme, 3000 élèves ont bénéficié d'un appui de qualité dans leur formation primaire. C'est un programme pertinent qui s'inscrit en droite ligne dans les priorités du gouvernement. Vous savez bien que les questions de jeunesse et les questions d'éducation constituent la plus grande priorité pour tous les États africains. Et la Guinée n'est pas en marche. C'est pour ça que ces questions sont inscrites en priorité parmi les grands axes d'intervention du gouvernement et du président de la transition, du colonel Mamadi Doumbouya. Son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, a placé au cœur des priorités de la transition la formation et l'accompagnement des adolescents et des jeunes. C'est le lieu pour moi de saluer les initiateurs de cette importante activité qui cadre parfaitement avec les priorités du président de la transition. Créé en 1993 en Malaisie, le concept mondial UCMAS est apparu en 2017 en Guinée, avec pour objectif de briser la peur des mathématiques auprès des élèves. Dans l'actualité encore, plus de 955 jugements supplétifs pour la communauté de Madinaoula dans la préfecture de Kindia, une action de la fédération Mounafani de Kindia et de son partenaire Child Fund qui œuvre pour la promotion et la protection des droits des enfants. Makale Souma pour des explications. La majeure partie de ces enfants n'ont pas d'extrait de naissance et pourtant, ce document très important permet à l'enfant d'être reconnu par l'État et par la loi. À Madinaoula, dans Kindia, ce sont plus de 955 jugements supplétifs qui sont remis à la communauté par la Fédération Mounafani de Kindia. L'objectif est précis, respecter le droit fondamental des enfants de ce village. C'est un jour de joie pour moi parce que cette question d'extrait de naissance nous a longtemps fatigués, nous mères d'enfants. Mais grâce à l'État et à cette ONG, cela est aujourd'hui facilité. Quand vous regardez le Code de l'enfant, version 2021, dans son article 1er, dit ceci. L'enfant doit être immédiatement enregistré à la naissance. Donc c'est un droit fondamental de l'enfant. Le jugement supplétif n'est qu'une alternative. Pour une question d'authenticité, des mécanismes doivent être mis en place pour permettre aux parents de prendre des extraits de naissance pour leurs enfants dès leur naissance. D'où ces recommandations. Nous sensibilisons tous les parents à aller déclarer leur enfant à l'état civil. Dès que l'enfant naît, vous avez 2 mois pour que l'enfant ait un extrait de naissance. Mais le jugement supplétif, c'est lorsque l'enfant a plus de 2 mois. Et après la première lancée auprès des imams, la deuxième auprès des chefs de poste, la troisième recommandation serait vers les parents d'enfants. D'abord de connaître les droits de ces enfants et ensuite de bien garder ces jugements supplétifs qu'ils viennent d'avoir. Et multiplier même des copies pour garder la copie originale à la maison. La deuxième copie peut être à l'école. Et d'autres copies aussi pour des éventualités. L'extrait de naissance est l'un des droits fondamentaux de l'enfant qui lui permet sa reconnaissance civile. Dans la commune rurale de Madinaoula,
Ces 955 enfants sont rétablis dans leurs droits grâce à la Fédération Mounafani de Kindia. Une action réussie avec l'appui technique et financier de son partenaire Child Fund. Des kits également pour les préfectures de Zérékoré, Massanta et Gekedou. C'est un appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Ces équipements sont destinés aux personnes victimes de traite. Ils doivent permettre aux bénéficiaires d'apprendre des métiers ou de leur faciliter des études. Retour sur les cérémonies de remise avec sur place, Mohamed Saliou Paya. Dans les préfectures de Massanta, Gekedou et Zérékoré, l'Organisation internationale pour la migration OIM vole au secours des personnes victimes de la traite et des migrants retournés au pays. L'identification des bénéficiaires et la notification de leurs besoins respectifs sont facilités par les agents des directions préfectorales de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Chacun a posé ce qu'il veut faire dans l'avenir. Ces enfants-là, d'autres ont désiré étudier, d'autres la couture, d'autres l'élevage. Et tout ceci a été analysé par l'OIM et aussi a été monté comme des projets pour que ça soit financé. Et aujourd'hui, nous sommes à la remise de ces matériels. Cet appui de l'Agence onusienne pour la migration mise ainsi sur une réorientation socio-économique de ces personnes pour un développement inclusif et harmonisé dans la région. Je suis dans la joie parce que c'est une toute première fois que nous voyons des institutions venir en aide de ces enfants parce que c'est difficile de réunir beaucoup de personnes. Nous sommes très contents, nous voulons seulement dire merci à OIM qui a pu penser à ces petits-enfants et qui continue aussi à penser à ces enfants. Je remercie beaucoup l'OIM pour tout ce qu'elle a fait pour nous, parce que moi je suis une femme pauvre, je ne peux rien sauf aller travailler dans les champs pour gagner à manger. Donc aujourd'hui je suis très contente et ravie de cette assistance. Garant de la sécurité sociale et du développement de toutes les composantes de la nation, l'État guinéen, à travers les administrateurs territoriaux, veille à l'exécution correcte de ce projet. Que ces appuis seront utilisés à bon escient et votre volonté ardente de renforcer les liens et de collaboration et de partenariat avec l'OIM qui ne cesse d'accompagner notre gouvernement dans le cadre de la prise en charge et l'accompagnement de nos migrants désireux de revenir au pays. Pour la pérennisation des acquis de ce projet, l'OIM invite tous les acteurs de la chaîne de la protection sociale à la synergie d'action. Au même moment, l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée s'implique dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Après Conakry, 3 jours de prières collectives en faveur de la paix sont organisés à Zérékoré. Témoin des grands événements, la place des martyrs a abrité les activités. Lancé Kamisoko. Des prières sur le tricolore national, c'est le terme de 3 journées de retraite spirituelle et d'invocation en faveur de la paix et de l'unité nationale. C'est une initiative de l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée AEMEG. Nous voulons que les Guinéens comprennent que la nation, cela vient de Dieu et que Dieu donne quelque chose qui est très précieux. La nation est très précieuse. Il faut la préserver parce que c'est le tremplin pour la bénédiction de tous les fils et de toutes les filles. Et que chaque Guinéen puisse se lever pour plutôt prier, pour que ensemble nous puissions aller ensemble. Et que ensemble nous pouvons faire des grandes choses, des exploits pour notre nation. Tenues à la place des martyrs de Zérékoré, ces journées sont baptisées déluge de prières pour la nation. Elles connaissent la participation des fidèles serviteurs de Dieu venus de tous les 4 coins de la Guinée. Pour écouter la parole de Dieu, c'est important notre vie, dans la famille, qu'on remercie le Seigneur et sa puissance, le Seigneur, c'est avec nous tous les jours. C'est Dieu qui appelle. Lui-même, il a dit dans sa parole que personne ne vient dans sa maison si ce n'est pas lui qui l'appelle. Tous ceux qui sont là, c'est Dieu qui les a appelés parce qu'il a besoin d'eux pour les délivrer, pour les bénir. Le mouvement Vie et Bénédiction pour la Nation et la Fondation Emmanuel sont les partenaires de la mise en œuvre de cette initiative citoyenne. Et puis, des chrétiens catholiques de Guinée ont entamé leur pèlerinage.
Ils sont des milliers à marcher de Conakry pour Bofa. À leur tête, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque métropolitain de Conakry. Tous prieront pour la paix, l'amour et le pardon en Guinée. On reviendra sur cet élément beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions d'information avec Saint-Martin Fancinadouno. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 4 jours maintenant. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.